d'avoir accepté l'invitation de la FHF et de l'adresse à venir témoigner de vos pratiques de dialogue social au quotidien. Je vais d'abord faire un petit tour de table pour vous présenter. Françoise Kalb, vous êtes secrétaire nationale UNSA Santé et Sociaux Publics et Privés. Ève Rescanière, à votre côté. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération CFDT Santé Sociaux et vous êtes infirmière au CHU de Toulouse. Philippe Crépel, vous êtes là. Vous êtes responsable de la Fédération CGT Santé Sociaux. Jean-Paul Guillot, je crois que beaucoup de gens vous connaissent dans la salle. Vous êtes l'ancien président de l'association Réalité du dialogue social. Alexandre Fournier, vous êtes chef du département des relations sociales et de la politique sociale à l'AP-HP. Et enfin, Samuel Rouget, à ma gauche, vous êtes directeur des ressources humaines du CHU de Tours et vous intervenez au titre de la commission des DRH de CHU. Alors, on va s'attaquer à un vaste sujet que vous connaissez tous très bien, avec plusieurs axes. D'abord, on va s'intéresser à votre bilan, à vous, de la loi de 2010, puisque cette table ronde est intitulée « 8 ans après la loi de 2010, où en est le dialogue social dans la fonction publique hospitalière ?» Je me tourne d'abord vers les représentants syndicaux, qui ont accepté de venir à cette table ronde. Cette loi de 2010, selon vous, a-t-elle amélioré le dialogue social à l'hôpital? J'imagine évidemment que vos réponses ne seront pas tranchées. Françoise Kalb, vous voulez prendre la parole et commencer? Ça doit être allumé normalement si... Oui, ouais. Oui, bonjour. Les accords de Bercy qui ont été signés par 6 organisations syndicales sur 8 avaient débouché sur la loi du 5 juillet 2010. Cette loi du 5 juillet 2010 était faite pour passer d'une pratique de confrontation à une pratique de négociation. Où on en est aujourd'hui, depuis donc 8 ans après, c'est que ces accords auraient dû être légiférés. Ce sont des accords qui auraient dû être écrits dans qui ait un pouvoir juridique, ce qui n'y est pas. Plusieurs réformes ont fait qu'on a fait un millefeuille de toutes ces réformes. Les établissements ont des contraintes budgétaires avec des plans de retour à l'équilibre, des greffes, différentes choses, ce qui fait que le dialogue social est très difficile aussi à l'hôpital. L'hôpital et les EHPAD, parce que j'inclus aussi les EHPAD dans tous les établissements publics tous de les santé. Établissements publics de santé, qu'ils soient sociaux, médico-sociaux ou sanitaires. Pour nous, le dialogue social, d'abord, il faut être déjà deux, dans un respect mutuel. Il faut arriver à trouver un consensus. Il faut que dans les établissements, on puisse écouter les organisations syndicales qui représentent les personnels sur le terrain pour améliorer aussi les conditions de travail. Ce qui se passe à l'heure actuelle, vu les contraintes, vu les réformes qui ont été empilées, c'est très difficile de faire du dialogue social. Alors, on peut en faire, mais c'est difficile. Le dialogue social, pour nous aussi, c'est de le faire au niveau national, au niveau régional et au niveau local. La proximité, c'est ce qui est le plus important pour pouvoir discuter avec les directions d'établissement et les médecins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les médecins. Les médecins, on les oublie souvent. Si demain on veut faire dans un hôpital du dialogue social par rapport à un changement de service, un changement d'équipe ou quoi que ce soit, par rapport à une organisation de service, il faut que les médecins sachent aussi parler le même langage. Le problème, c'est un problème aussi de communication entre les acteurs. On ne communique pas pareil, on ne met pas derrière les mots les mêmes choses, parce que le dialogue social à l'hôpital, il n'y a pas forcément besoin de moyens, forcément. On peut faire du dialogue social sans demander des moyens. Sur des thématiques qui ne nécessitent pas forcément des moyens. Sur certaines thématiques qui ne demandent pas forcément de moyens. Bon, sans doute, bilan mitigé, donc. C'est sûr que à l'heure actuelle, c'est difficile. Alors, on reviendra, je pense, par la suite, mais on peut faire, à l'heure actuelle, on fait quand même du dialogue social dans le cadre des CLAC, des contrats locaux d'amélioration de conditions de travail. Mais on en parlera, je pense, tout à l'heure, puisque c'est le rôle du CHSCT. On va d'abord effectivement faire un petit tour de table, même si nous ne sommes pas autour d'une table. Ève Rescanière, votre point de vue sur cette loi de 2010, point positif, point négatif, de la mise en œuvre de cette loi dans la fonction publique hospitalière. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, je tiens à m'excuser pour ma voix, que j'ai un peu perdue entre Paris et Lyon.
Le bilan est mitigé, oui. Une part a été dit sur le fait que malheureusement, ces accords de Bercy, on n'est pas allé jusqu'au bout et on n'a pas donné, on a permis des accords, mais on leur a pas donné d'existence juridique, de force juridique. Voilà, de force juridique, qui fait que effectivement, personne ne s'est saisi de cette possibilité, en tout cas pleinement. Et que certaines expériences en ont été aussi malheureuses, parce que certains s'en sont saisis, mais on change de directeur, et donc on change aussi de paradigme, hein, et bien souvent des accords aussi, on revient dessus, sans que derrière il puisse y avoir une substitution à cet accord, hein, comme il y en a dans le secteur privé. Le secteur privé, il y a des accords majoritaires, s'ils sont dénoncés, ouais. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le constat que on ne s'est pas saisi de ces accords de Bercy, ni les représentants du personnel, ni les directions. Ça crée une certaine insécurité, c'est ce que vous dites. Hein. Une insécurité dans la négociation, une non-obligation aussi. On n'est pas obligé. Donc, quand il n'y a pas d'obligation, dans certains endroits, c'est un peu compliqué aussi. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on change de vision du dialogue social. On l'a vu dans la présentation de M. Jaspard tout à l'heure. Le dialogue social, ce ne sont pas les instances représentatives du personnel. On va en parler, en effet. C'est pas là qu'on fait du dialogue social, c'est ailleurs, c'est au quotidien. C'est dans des temps formels, mais aussi beaucoup informels. Et c'est ça qu'il faut culturellement changer dans la fonction publique. Et ça concerne tous les camps, j'ai envie de dire. Ça concerne tous les camps. Philippe Crépel, donc je rappelle, donc vous êtes le représentant de la CGT. Votre bilan à vous de la loi de 2010. On fait un petit tour de table et puis après on va creuser un petit peu. Oui, donc pour la CGT, nous on a été très porteurs de ces questions de simplification, de modernisation du dialogue social, et puis d'avoir des opérations vérité sur la représentativité des syndicats, quel que soit l'endroit, c'est-à-dire que ce soit localement, aussi nationalement. Alors dans le privé, en 2008, il y avait déjà eu aussi une position commune qui avait été arrêtée par la CGT et par la CFDT à l'époque, qui ont donné tout ce qui s'est passé dans le secteur privé avec les accords à 30%, les oppositions, tout ce qui a pu être un peu dit ce matin par l'ex-DRH de la Poste. Ensuite, dans le public, il y a eu les mêmes discussions qui ont lieu avec des accords donc plus majoritaires, puisque là, c'est quand même 6 syndicats sur 8. L'objectif de départ, c'était aussi personne n'est représentatif de fait. C'était aussi un des objectifs que nous, on portait dans les discussions, en tout cas pour la CGT, et qu'il faut faire la preuve localement, dans les établissements, que nous sommes représentatifs. Et les élections qui vont avoir lieu là, dans 3 mois maintenant, dans tous les hôpitaux, c'est l'occasion pour tous les syndicats de faire preuve de leur représentativité localement et donc d'avoir une parole ensuite légitime. Un vrai test pour vous. Voilà. Et cette parole légitime, ensuite, c'est comment on la prend en compte et comment elle est utilisée dans le dialogue social local. Nous, ce qu'on a sur les accords de Bercy, nous, on a le sentiment qu'il y a beaucoup moins d'accords depuis les accords de Bercy et la loi de 2010 qu'auparavant. Parce que ça fait peur un peu. C'est-à-dire que, par exemple, l'accord majoritaire à 50%, c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère avoir des discussions qu'on n'appelle pas négociations avec les organisations syndicales, qu'on met de façon mal positionnée dans les CTE ou dans les instances pour ne pas avoir à faire d'accords de négociation avec une signature d'un accord à la fin, et on préfère des positions des syndicats dans les CTE, dans les instances, plutôt qu'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de les signer et de demander, laisser aux syndicats la possibilité de signer. Après, nous, ce qu'on a constaté aussi, c'est que l'environnement pour les directions d'établissement a aussi pas mal changé depuis 10 ans. Et les contraintes nationales, pour ceux qui ont connu les accords Aubry 1, Aubry 2, sur lesquels il y avait quand même des accords nationaux avec des discussions locales et avec des budgets fléchés pour chaque thématique, on n'a plus ce genre de négociations dans nos établissements. Après, nous, ce qui nous perturbe beaucoup dans la vie quotidienne du dialogue social, c'est les changements attachés aux personnes. C'est-à-dire qu'on pense que le dialogue social, ça doit être inhérent à un établissement et pas être attaché aux individus. Et nous, ce qu'on trouve dommage, c'est que des nouvelles équipes s'installent dans les établissements, ce qui est la vie des établissements, parfois aussi des nouveaux syndicats, mais on doit rester sur les bases de l'établissement et pas tout réécrire à chaque fois qu'il y a une nouvelle direction, un nouveau directeur, un nouveau DRH. Et ça, on trouve que c'est un peu dommage. On trouve que la solidité des accords, si elles avaient été déclinées
par des lois, par des accords majoritaires, un peu, parce qu'on n'est pas allé au bout, c'était le sujet. Et ensuite, sur la question de la seconde lecture, là, qui a été posée ce matin sur le CTE, pareil, l'accord et la loi n'est pas allé au bout. C'est-à-dire qu'on a contraint les établissements à avoir cette deuxième délibération des instances, que ce soit au Conseil commun, hein, puisque c'est à tous les niveaux que cette deuxième délibération existe, comme dans les CTE, mais on n'a pas contraint l'obligation à avoir une discussion formelle, organisée, pour présenter un projet différent. Donc entre le cassoulet et la choucroute, peut-être qu'il fallait enlever la choucroute ou le cassoulet entre les deux instances pour représenter un projet différent. C'est sûr que si on revient un mois après et qu'on remet cassoulet choucroute, je pense qu'on sera aussi dans le même niveau d'indigestion. Et c'est là où la loi a certainement posé des sujets, mais où les acteurs, mais aussi peut-être tout ce qui est l'environnement de nos établissements, n'a pas permis d'aller là où on voulait aller dans les négociations. Et c'était vraiment ce sujet-là qui était porté. Donc pour résumer, pour le moment, pas d'opposabilité des accords, donc un problème de procédure de dénonciation, des changements trop réguliers de direction qui rendent instables ces accords, enfin, vraiment, vous le disiez, un risque aussi pour votre représentativité, parce que faire des accords qui sont détricotés, vous n'êtes plus tellement crédible face à vos bases, c'est ça le problème. Après, sur les accords, le détricotage, le plus bel exemple, c'était le gouvernement avec l'accord PPCR, puisqu'on a eu un accord qui a été négocié dans toute la fonction publique, qui a malheureusement fait que 49% de signataires, alors qu'il fallait faire 50%. Et on a un gouvernement, dit le lendemain, qui a dit « je m'assois sur la position des 51% qui étaient contre », en disant « j'appliquerai quand même un accord qui n'est pas majoritaire ». En tout cas, nous, en tant qu'acteurs syndicaux, qu'on soit signataire ou pas signataire, ça met à mal toutes les discussions à tous les niveaux. Et c'est évidemment, que ce soit quand c'est le Premier ministre qui prend cette position-là, ça retentit dans tout le monde de la fonction publique. Ça casse la confiance. Et ça casse beaucoup de rapports de confiance qu'il peut y avoir sur l'accord et sur la négociation dont on locale. nous parlait tout à l'heure, cette confiance si importante pour pouvoir avancer et négocier. Je me tourne à présent vers les ressources humaines hospitalières. Alexandre Fournier, de votre point de vue, est-ce qu'on négocie dans de bonnes conditions aujourd'hui? Je suppose vous aussi que votre réponse ne va pas être tranchée. On l'entendait, la contrainte financière, c'est constamment au cœur des conflits? La contrainte financière, elle n'est pas totalement nouvelle. Je pense que à partir de 2004, on tarifie à l'activité. On est peut-être un des rares services publics très majoritairement tarifés à l'activité. Donc après peut-être 40 ans d'immobilisme sur ce volet financier, Rapprochez bien votre micro. Voilà. On saute dans un cadre un petit peu nouveau. Et c'est peut-être justement avec aussi cet aspect financier, les collègues le savent bien, l'ONDAM il évolue tous les ans, on a des orientations qui sont très mouvantes sur l'aspect financier. Après, entériner les choses probablement avec un cadre juridique contraignant pour les employeurs des établissements publics de santé, c'est aussi rigidifier des orientations qui ont vocation à changer un petit peu au fil de l'eau et pour lesquelles il y a une obligation de résultat de la part des responsables RH et puis des chefs d'établissement. Donc voilà, le cadre juridique et la demande à avoir cette contrainte-là, on peut l'entendre. Derrière, il y a un principe d'adaptation du service public pour des raisons financières, mais pas que. Un service de soins qui change, qui évolue, des problématiques qui augmentent aussi en fonction de l'évolution de la population française. La gériatrie, c'est un sujet, mais parmi d'autres. Donc c'est aussi cette contrainte d'adaptation permanente qui fait que, à un moment ou à un autre, le protocole, il doit pouvoir être repensé. Et d'où l'intérêt d'être dans la confiance au quotidien, de faire bouger les choses au quotidien et de s'entendre au jour le jour pour se dire, voilà, le respect de la parole donnée, quels que soient les chefs d'établissement, c'est fondamental parce qu'après, on ne peut pas être tributaire, notamment les représentants du personnel, des mouvements au niveau des directions, mais qu'après, on entérine et on travaille localement pour faire bouger les lignes et s'adapter à ce que devient un service public, ça semble indispensable, et ce, d'autant plus qu'il y a une contrainte financière. Je me tourne à présent vers vous, Samuel Rouget. Alors vous êtes un enfant de la loi de 2010. Vous n'avez connu qu'elle, puisque vous avez commencé votre carrière en 2010. Selon vous, quelles avancées, quels reculs, quels immobilismes? Oui, donc très modestement, hein, puisque moi je n'ai pas connu avant, et en plus j'ai commencé en tant que DRH il y a 3 ans seulement, avant j'étais directeur des travaux. On sort au niveau de la commission des DRH d'un séminaire qui était la semaine dernière à Lille, qui portait justement sur le dialogue social. Pour résumer de façon vraiment synthétique par rapport à la question qui s'est posée, on a fait un constat, je pense, qui est partagé au niveau des DRH de CHU,
c'est que pour négocier, il faut du biscuit. On a peu de marge financière, ça c'est une évidence, tout le monde en a parlé. Au-delà de ça, il y a la question du cadre juridique. Dans le privé, on a la possibilité, depuis 2004 notamment, sur le temps de travail, et c'est en train de s'élargir avec la loi El Khomri et puis avec les ordonnances Macron, on a la possibilité de discuter sur des choses auxquelles on peut déroger de façon moins favorable au niveau d'un accord d'entreprise par rapport à la loi. C'est une différence sur laquelle on peut évidemment discuter au plan politique et sur ce que ça veut dire du droit du travail, parce que c'est une révolution, c'est clair. Par contre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour un DRH qui souhaite négocier, on a quand même un plancher et un plafond, mais souvent, un plafond qui est souvent financier et un plancher qui est d'ordre réglementaire, auquel on ne peut pas déroger. Donc la marge de manœuvre et le cadre dans lequel on travaille quand on souhaite concerter ou a fortiori négocier est extrêmement réduite par rapport aux possibilités qui s'offrent dans le privé. Ça, c'est un constat qu'on a partagé avec des gens qui venaient du privé, et c'est une différence notoire par rapport aux établissements publics de santé, qui pour autant sont autonomes, mais qui ont une autonomie qui est toute relative là-dessus. Pour autant, lors de ce séminaire, on a tous partagé des expériences de concertation et parfois même de négociation sur des sujets importants qui vont de l'intéressement, de la reconnaissance de la valeur professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire dans des CAP, la valeur professionnelle, et avec des gens qui ont négocié CAP par CAP, avec des ensembles de critères qui ont été définis et qui ont été partagés avec les professionnels concernés et négociés avec les organisations syndicales. Voilà, nous, à Tours, on en parlera peut-être tout à l'heure, on est en train de négocier un protocole d'accord sur la gestion des contractuels qui, paradoxalement, représentent 15% de l'effectif seulement, mais qui sont ceux sur lesquels j'ai, en tant que DRH, le plus de marge de manœuvre. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives locales qui, quand même, essaient d'utiliser les marges de manœuvre qu'on a, mais qui sont quand même, il faut le dire, réduites, ne serait-ce que juridiquement, avant de parler des contraintes financières. Donc de tous les côtés, hein, c'est difficile. Jean-Paul Guillou, je me tourne vers vous. Votre bilan à vous d'observateur et de spécialiste des arcanes du dialogue social. Normalement, il est allumé, votre micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais être un peu cru. Je pense que par rapport aux ambitions des signataires des accords de Bercy, donc qui étaient très majoritaires, comme ça a été rappelé, et qui visaient à rénover le dialogue social et surtout à le rendre plus productif, aussi bien pour les agents que pour les établissements, je pense que le bilan est décevant. Il n'est pas mitigé. Enfin, je pense honnêtement qu'il faut parler vrai. Il y a bien entendu des établissements dans lesquels il se passe des choses intéressantes. Bon, notre association fait régulièrement des colloques ou des manifestations pour les mettre en valeur. Nous sommes en train de bâtir une base de données à partir de chacun d'entre vous sur les réalisations intéressantes que le dialogue social a pu permettre, parce que les acteurs se sont mobilisés pour s'en servir, mais ça reste quand même très minoritaire. Donc, je crois, pour répondre rapidement, décevant. Je pense qu'une des raisons majeures, c'est que nous avons un défaut français classique d'être assez bons concepteurs, mais ça a été dit tout à l'heure par Sylvie François, on ne s'occupe pas trop de la mise en œuvre. Et finalement, les négociateurs ont beaucoup investi, tant du côté de la DGFP à l'époque que des fédérations syndicales, pour arriver à ces accords puis à la loi. Mais finalement, la préparation des acteurs, aussi bien côté des directions d'établissement que côté des fédérations, a été très insuffisante en formation et en accompagnement, parce qu'il faut les deux. Donc voilà, je crois qu'on a été défaillant une fois de plus, une bonne idée, mais pas accompagné comme il faudrait. Alors on va en parler tout à l'heure, il y a des efforts qui se font sur la formation aujourd'hui, ce sera un point à évoquer tout à l'heure. Un autre élément décevant, je trouve, c'est que finalement le dialogue social peut s'exprimer sous différentes formes. Et dans les formes formelles, il y a la consultation, la concertation et la négociation. Ce sont trois formes de dialogue qui sont différentes. Je rentre en négociation parce que je souhaite arriver à un compromis par rapport à une position d'origine qui n'est pas celle de mon interlocuteur, parce que je veux traiter un sujet. Ça a été dit ce matin par nos deux intervenants précédents, le dialogue social ne se justifie que parce qu'il permet d'aborder des sujets concrets et de les résoudre. On ne dialogue pas pour réunir des instances ou pour se faire plaisir, on réunit pour traiter un sujet. Bon. Et dans ce cadre-là, je pense que la négociation est évidemment le stade le plus mûr du dialogue social, mais qu'une bonne consultation... Le rapport Fournier avait critiqué les consultations formelles, c'est-à-dire où on réunit les gens, mais quand il n'y a pas rien à dire. D'accord ? Bon, alors ça fait perdre du temps à tout le monde, même s'il s'en prend beaucoup. Mais une vraie consultation doit être engagée en amont. C'est-à-dire que lorsqu'on a un début de projet, côté direction, plus tôt on saisit ses interlocuteurs après entendre le personnel, plus tôt on a des chances de pouvoir écouter et entendre, si possible,
leurs deux dimensions, que sont les préoccupations des personnels qui le représentent et les propositions qu'éventuellement ils peuvent faire. Hein. Or, les consultations classiques, formelles, ne permettent pas ce temps-là. Donc, je pense que la loi n'a pas suffisamment revitalisé ces consultations constructives, de même que les concertations qui consistent par rapport à un problème ab initio à dire on se met autour de la table pour essayer de le résoudre. Hein, voilà. Mais ce sont trois modes de dialogue différents, pas souvent bien compris par les acteurs, et c'est là qu'il faut les préparer. Et pas suffisamment exploités, c'est ce que vous dites également. Voilà. Hein. Et ce sont trois temps du dialogue social qui en fait se font sur le long terme. Voilà. Ce qu'on entendait d'ailleurs tout à l'heure avec Sylvie François. Alors ce qui est un peu déconcertant, je vous le dis du point de vue extérieur, puisque moi je ne suis pas une spécialiste des DRH de la fonction publique hospitalière, c'est que quand on parle du dialogue social dans la fonction publique, on a l'impression qu'on parle plus des structures, des instances, que des thèmes du dialogue social proprement dit. Everest Cagnères, il n'y a que le CHSCT, le CT pour dialoguer aujourd'hui. C'est un peu ce que vous commenciez à évoquer tout à l'heure. Hein. Non, surtout pas. Surtout de la façon dont est utilisé aujourd'hui le CTE. C'est-à-dire que quand on amène un sujet au CTE, que la direction amène un sujet qui est déjà tout ficelé, dans lequel on n'a aucune marge de manœuvre, et que la seule raison pour laquelle ce sujet-là est au CTE, c'est parce que la loi le contraint, donc il faut un avis, et que, comme le disait très justement M. Crépel tout à l'heure, un mois après, on a la même chose sans aucune virgule de changer, parce que c'est le passage obligé. Ce n'est pas de la négociation, ça c'est répondre à la demande formelle, à la réglementation, mais c'est pas co-construire, parce que le dialogue social, c'est aussi co-construire, avec chacun, avec ses objectifs. M. Guillot le disait, à aboutir à un compromis acceptable, un accord gagnant-gagnant, que tout le monde s'y retrouve, sans pas forcément avancer la question financière, parce que c'est aussi ce qui est le plus généralement avancé. On peut pas, on n'a pas l'argent. Ce que les équipes ont complètement intégré, on le voit dans nos discours à chacun, mais qui biaise complètement toute autre discussion. On ne peut discuter de rien parce que les caisses sont vides. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. La question de l'organisation du travail, par exemple, peut-être ferait même, dans certains cas, si c'était co-construit, gagner de l'argent aux établissements. Donc tout ça, c'est à revisiter et surtout à faire vivre en dehors des instances qui sont des lieux où ça a été dit ce matin, des jeux d'acteurs, des postures, des vieilles habitudes. C'est ça. Et qui ne sont pas les lieux où se négocient les choses, ou en tout cas devraient. Il y a d'autres lieux pour faire avancer. Ce qu'on entendait surtout, c'est comment on fait germer les choses avant qu'on en arrive au stade de la négociation. Et comment là, on co-construit toute cette germination avant d'arriver au vote, entre guillemets. Le passage en CTE doit être l'aboutissement de quelque chose. Il ne doit pas être le point de départ. Et aujourd'hui, il est le point de départ d'une confrontation, d'une opposition, même des fois de mobilisation. C'est-à-dire que même nous, responsables syndicaux dans les établissements, on a un rôle à jouer sur comment on intervient en amont pour influer sur la copie finale, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a des choses à faire avant les instances. C'est aussi, on en parlera tout à l'heure, c'est le même regard que la CFDT porte sur les expertises du CHSCT. Il y a des choses à faire avant. Monsieur Fournier, votre réaction, comment on fait pour sortir de l'impasse qui est un peu décrite quand même là Comment on dépollue et on réinvente un dialogue social Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Un passage en instance qui arrive dans un cadre terminal sans, peut-être pas concertation, mais sans maturation en amont, c'est problématique. Et pour le coup, on n'est pas toujours très solide à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a parlé du dialogue social de proximité. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, le parcours d'un cadre qui sort de l'école des cadres et inclut à un moment ou à un autre qu'est-ce qu'est un représentant du personnel, qu'est-ce qu'est le code du travail. Ce n'est pas le cœur de métier, mais à un moment ou à un autre, en tant que cadre, on est confronté à cette problématique-là et il faut être porteur dans ce moment-là. Le personnel médical, c'est un peu la même chose. Ils ont des orientations médicales, mais qu'on n'ait pas une capacité à faire mûrir au plus près du terrain les projets pour directement les porter dans le cadre de l'instance, ça peut tourner souvent à des situations conflictuelles.
Or, c'est pas, voilà, c'est probablement une perte de temps et d'efficacité, tant pour l'employeur qu'au final pour les salariés. Suffisamment de connaissances du terrain de la part de l'employeur, hein, tout à l'heure, Sylvie, François nous parlait d'aller voir le terrain, d'aller au plus près des équipes. Je ne sais pas si c'est un avis partagé, mais je pense qu'un directeur des ressources humaines, un directeur des relations sociales, sa légitimité, elle n'est pas dans son bureau, elle est sur le terrain. Et quitte à être appelé 10-15 fois pour des sujets qu'il peut trouver peut-être inutiles, dans les 10-15 fois, il y a une fois, on peut sauver la vie de quelqu'un. Et cette bascule sur l'intérêt supérieur de l'agent, ça ne peut qu'être un fil rouge. Enfin, voilà. Et je pense que la Poste a eu cette démarche, on travaille un petit peu avec eux à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, sur la maturation des projets, les fameux projets importants, c'est ce qui peut générer des expertises. La Poste, sous couvert de Sylvie François, je ne sais pas s'il est encore là, a quasiment limité, vous êtes juste là, excusez-moi, il n'y a plus beaucoup d'expertise pour projets importants, parce qu'il y a eu un tel travail en amont sur l'accompagnement individuel, la maturation du projet, que voilà, c'est des choses qui doivent être, c'est des bonnes pratiques peut-être sur lesquelles on peut s'appuyer collectivement pour peut-être pas dépolluer, mais en tout cas avoir un dialogue social plus nourri, plus mûri au niveau du terrain avant d'arriver aux instances. Autre bonne pratique, c'est aussi la notion de rendez-vous régulier, de se retrouver régulièrement sur un dossier. Jean-Paul Guillot, est-ce que cette notion d'agenda, elle est fondamentale pour mener un dialogue social apaisé ? Je pense que oui, parce que lorsqu'on écoute les attentes, aussi bien des directions que des organisations syndicales, le menu des attentes est très élevé. Bon, et on a tous un emploi du temps limité, donc il est important qu'il y ait un échange, un dialogue nourri entre les deux parties pour dire voilà quels sont les sujets que, du point de vue de nos responsabilités, on pense utile d'aborder à la fois pour l'établissement et pour les agents dans les 2-3 ans qui viennent. On fait la liste, on s'aperçoit qu'elle est forcément trop longue, on regarde déjà les points communs, au moins construire sur les points communs, et puis on décide si on va entamer ces sujets-là par la consultation, la concertation ou la négociation avec une temporalité. Je pense qu'il vaut mieux viser quelques petites victoires progressives et successives plutôt que de vouloir prendre un menu excessivement nourri. Ça, c'est le premier point que je voulais dire et qui ressortait d'ailleurs assez clairement du groupe Dialogue social à l'hôpital de la mission Couty, auquel certains, Philippe y a participé, Françoise aussi. Sylvie François, ce matin, décrit 8 points majeurs. Je ne reviens pas là-dessus et chapeau parce que c'était très, très bien structuré et une excellente masterclass, comme disait ma voisine. Mais je retiens de la mission Couty qui est 85 propositions, mais sur le dialogue social, j'en tiens 3 qui sont utiles, je pense, pour le débat ce matin. Le premier, Alexandre vient de le dire, c'est le travail en amont. Il faut se parler en amont, quand ça sert encore à quelque chose, pour que l'intelligence collective puisse fonctionner. Bon. Le deuxième point, c'est l'agenda social, c'est-à-dire être raisonnable, savoir qu'on ne pourra pas tout faire, et puis pouvoir afficher les résultats, l'avant et l'après, la photo dont parlait Sylvie François tout à l'heure. Le troisième point qui était très intéressant, qui est sorti de la mission Couty, c'est que l'ensemble des acteurs, il y avait tout le monde, employeurs, syndicalistes, étudiants, etc., c'est de dire que tout, médecins, que tout projet, sur chaque projet, il faut que les parties autour de la table expliquent en quoi leur proposition répond à 4 soucis d'amélioration. La qualité des soins pour les patients, ça c'est assez fédérateur dans l'hôpital, la qualité de vie pour les agents, la performance économique de l'établissement, parce qu'on ne peut pas faire fi des questions budgétaires, c'est de l'argent public, et la performance sociale, l'attractivité de l'établissement. Et bien entendu, chacun d'où il est a un point de vue un peu différent sur la pondération des critères, mais déjà s'obliger à échanger sur ces 4 composantes, ça permet de construire des projets intéressants. 4 critères à chaque stade, en tout cas au démarrage à chaque du fois, travail. Il faut argumenter pour dire ma proposition, elle contribue. C'est de la méthodologie en réalité, c'est de la bonne pratique, de la méthodologie. François Scalp, vous voulez réagir sur cette question, menée à tous les stades, consultation, concertation, négociation. Ayant participé avec Jean-Paul Guillot justement sur le dialogue social dans le cadre du pacte de confiance, qui, je le regrette beaucoup, un document a été fait par Édouard Couty à l'époque et Daniel Toupillier, le rapport final, et il n'y a pas beaucoup de choses qui est ressorti des conclusions de ce rapport. Ça, c'est la première chose. On sent votre déception. Ben oui, bon, il y a quand même une chose. Il y en a une chose qui est sortie, c'est quand même les médiateurs, et je suis très contente parce que c'était une de nos propositions que j'ai porté beaucoup. En début d'après-midi. Mais on a créé le médiateur national qui est M. Couty.
Mais ça fait 1 an que nous avons travaillé sur le projet de décret pour créer les médiateurs régionaux. Nous attendons toujours le décret. La formation a été commencée à l'EHESP comme un diplôme universitaire de médiateur, mais à l'heure actuelle, ça devrait être mis en place au 1er janvier. Je ne suis pas sûr qu'au 1er janvier, ça sera mis en place, puisque le décret n'est toujours pas sorti, alors que nous l'avons vu il y a 1 an. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que les incitations actuelles sur la QVT, par exemple, sur la qualité de vie au travail, on nous incite beaucoup sur la QVT, c'est pour justement pallier à la carence du dialogue social. On nous dit qu'il faut travailler sur la QVT, mais pour travailler sur la QVT, c'est du dialogue social aussi. Mais sur la méthodologie que la exposait à l'instant la méthodologie de Jean-Paul Guyot est la bonne, d'avoir eu de voir. Mais elle est la bonne, mais est-elle appliquée au quotidien, à travers la France? Est-ce qu'on manque de formation? Est-ce qu'on manque de méthode, aussi bien côté organisation syndicale que côté direction? C'est une histoire de personnes aussi. Localement, c'est aussi une histoire de personnes. Que ce soit du côté des directeurs, des médecins, des organisations syndicales. On est des humains. Ça, c'est la réalité, c'est la vie. Ça, c'est la réalité. Il faut être pragmatique. Mais est-ce que c'est pas ça qui manque aussi, d'être pragmatique? Un agenda social, je suis d'accord avec Jean-Paul, de dire on peut mettre des thèmes et dire qu'on ne pourra peut-être pas faire tous les thèmes aboutir. Il faut mettre un calendrier. Si on ne met pas une méthodologie, on ne peut pas arriver à faire quelque chose. Je veux dire, mais il faut qu'on sache beaucoup s'écouter. Et qu'on mette les mêmes mots derrière les mêmes choses. Et pour parler la même langue, est-ce qu'il ne faut pas aussi une formation, cultiver la formation? Alors juste, si une formation, et là, je ne sais pas ce qu'en penseront les directeurs, mais une formation conjointe entre les directeurs, les médecins, parce qu'il faut quand même rajouter les médecins. Les médecins ont un rôle important dans les services. Mettre les médecins et les organisations ensemble pour parler le même discours, s'entendre, s'écouter, est peut-être une solution. Samuel Rouget, votre réaction sur cette question? Oui, alors c'est toujours dépendant des personnes, hein, sinon on nous remplacerait par des ordinateurs. Et avec la CGT, on ne le veut pas. Donc, mais non, pour ce qui concerne la formation à la négociation spécifiquement, moi, en tout cas, je vais parler de mon expérience personnelle, mais j'ai le sentiment d'avoir été mieux formé à la négociation quand j'ai fait des achats sur des travaux publics ou sur des équipements médicaux qu'à l'école de la santé publique ou même dans les cursus de formation que j'ai pu faire en tant que DRH. Et le constat que je fais, c'est que ce que j'ai appris en achat en termes de négo, ça me sert, que parfois, quand on écoute notamment les jeunes collègues, ça manque, et que ces lacunes qui parfois existent, ou en tout cas qui prennent du temps, surtout pour des directeurs qui arrivent assez jeunes et qui parfois sont catapultés dans des gros établissements avec des contraintes financières importantes en sortant de l'école, ça ne vient pas du jour au lendemain, et que réciproquement du côté des organisations syndicales, il y a cet apprentissage à avoir qui parfois manque. Alors après, sur formation commune ou pas, pourquoi pas, moi j'ai pas de... Mais en tout cas, il y a une nécessité à se former spécifiquement à la négociation et à avoir quand même la capacité d'identifier en amont d'une négociation ce qu'on veut faire, ce qu'on ne peut pas lâcher, mais aussi d'être capable d'accepter que dans la négociation, on va perdre des plumes et qu'il y a des choses qui, au fur et à mesure des discussions, vont forcément changer de cap ou être modulées, parce que sinon, ça n'est pas de la négociation. Et on parlait de concertation, il n'y a rien de plus insupportable quand on va dans un service pour les gens que quand un cadre ou un directeur ou un médecin arrive avec un projet dont on dit aux gens qui sont réunis dans la pièce ah ben on va vous concerter, on va faire un truc, il y a 3 groupes de travail, et puis au final, ce qui sort ne correspond en rien aux discussions qui ont eu lieu sur le terrain, et finalement correspond très exactement à la feuille A4 qui avait été posée sur le bureau du responsable concerné, encore une fois, qu'il soit directeur, cadre ou chef de service. Et ça, je pense que c'est proprement insupportable pour les agents. C'est quelque chose qu'on paye en instance une fois que le dossier passe. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout concerter. Encore une fois, il y a des directions qui sont là pour assumer leurs responsabilités. Mais assumer sa responsabilité, c'est fixer le cadre, savoir où on veut aller, mais aussi être capable de faire le pas de côté quand c'est nécessaire pour avancer. Réciproquement, je pense que certaines organisations syndicales sont plutôt bonnes en termes de négociation, que l'objectif soit d'y arriver ou de les bloquer, hein, d'ailleurs, mais il y a des réelles formations là-dessus.
et il y a une expertise. Ce qui est très difficile, et ce que parfois moi je mesure, c'est qu'en cours de route, quand on fait le retour à la base, on se rend compte qu'en fait on ne va pas y arriver. Et même pour des organisations qui sont dites plutôt réformistes, ou en tout cas qui ne mettent pas le rapport de force en amont du projet, mais vont essayer de le faire au fur et à mesure, on aboutit quasiment à la fin. Et finalement, quand le délégué syndical va voir ses agents en disant ben voilà, on en est là dans la négociation, c'est pas si simple que ça. Et ça, faut le sentir. De la même façon que nous, notre travail en tant que DRH, c'est de sentir ce qui socialement va être acceptable, d'identifier les marges de manœuvre et de savoir ce qu'on veut absolument garder. Le rôle des organisations syndicales, c'est aussi de savoir ce qu'ils seront prêts ou pas à signer. Et c'est une responsabilité qui est énorme. Je reviens sur le protocole d'accord sur les contractuels qui a été présenté dès le départ comme quelque chose que moi je souhaitais absolument signer. Ça, vous y êtes depuis combien de temps sur ce protocole ? Ça fait 9 mois. C'est ça. Voilà. Donc des réunions, comme ça a été dit, en dehors des instances, mais des retours aux instances officiellement, parce qu'il y a un cadre réglementaire et un jour ça allait être proposé au vote. Il y a des organisations qui n'ont pas participé à ce groupe de travail pour des raisons que je comprends et que je respecte, puis sur lesquelles je ne me faisais pas d'illusions. Certains ont participé, votent pour en CTE, mais ne vont pas forcément signer l'accord. Voilà. Et d'autres ont même voté contre, parce qu'après 9 mois de travail, et je pense une conviction personnelle des gens qui étaient à la table des négociations, quand ils reviennent vers leur base, eh ben, ils se rendent compte que s'ils signent ou s'ils votent pour, ils vont perdre les élections du 6 décembre. Alors, je me tourne à présent vers... pardon, j'en oublie votre nom, excusez-moi, je vais retrouver Alexandre Fournier, excusez-moi. On le voit aussi dans votre pratique quotidienne dans les différents hôpitaux, la revendication du personnel, aujourd'hui, elle ne prend pas forcément la voie de la représentation syndicale. On voit des collectifs émerger, des groupes Facebook, des associations se monter, hein, donc on pourrait dire une sorte d'ubérisation de la parole sociale dans vos établissements. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça vous inspire qu'il faut aller vraiment sur le terrain pour discuter avec eux ? Oui, alors là, ça complexifie oui, les choses. Oui, de toute évidence, mais ça fait le lien aussi avec un peu ce qu'on disait auparavant. Exactement. C'est que de la formation en plus, c'est bien. On a une culture hospitalière qui est sur la négociation, la gestion du conflit en règle générale, enfin tout ce qui peut relever du dialogue social, beaucoup plus ancienne que les autres fonctions publiques. C'est 93, hein, les CHSCT dans la fonction publique hospitalière, c'est 2010 pour les autres fonctions publiques. On a donc cette antériorité, cette habitude parfois et cette culture qui n'est pas obligatoirement toujours très productive et qui peut dans certains cas être stérile. Parce que le projet n'a pas assez mûri, parce qu'il y a des positions de principe de part et d'autre, qu'au final on se rend compte ou un contexte électoral, et qu'au final les projets nécessaires d'adaptation, d'évolution, on ne pourra pas les mener à leur terme. Et parallèlement à ça, on a aussi des professionnels qui, eux, n'ont pas cette connaissance, ce back-office, et qui, pour certains, sont très jeunes. On est une des fonctions, je crois, la fonction publique avec la moyenne d'âge la plus basse. Ça veut dire à l'instant. Hein. Voilà, et ça veut dire qu'il y a peut-être, pour des jeunes professionnels, d'autres façons de faire passer des messages que le canal syndical ou le canal qui peut être celui de l'encadrement ou de la hiérarchie. Et ce canal, ça peut être ce que fournissent les nouvelles technologies, la proximité qu'on peut avoir auprès d'un groupe. C'est une source d'information, c'est une source de... Comment vous interprétez, comment vous recevez ces paroles aujourd'hui, qui ne rentrent pas dans le canal classique ? Alors, vous en servez, vous en tenez compte, vous faites remonter, comment on travaille avec ça ? On ne peut pas ne pas tenir compte de la manifestation d'un collectif. Un DRH, par contre, il sait gérer, enfin, il sait travailler, il est formé à ça pour travailler avec un nombre réduit d'organisations syndicales. 5, 6, 7, qui sont représentatives, et ça, c'est pas questionnable. Après, gérer un collectif, on ne sait pas discuter avec 3000 personnes. Donc, comment on fait pour gérer ça ? Soit ce sont des petits collectifs plus importants. C'est une question aussi qui peut questionner les organisations syndicales pour échanger parfois avec elles. Hein. Elles ont parfois des questionnements parce que c'est des options qui peuvent être dans certains cas radicales, qui sont l'émanation d'un groupe, parfois petit au niveau du service, parfois beaucoup plus gros, qui peut se fédérer en association ou autre. Et comment on gère ça ? Et souvent avec une évolution de l'information ou de la position qui est très rapide. Et des revendications parfois très fortes, parfois très radicales. Et on se retrouve dans des situations avec des organisations syndicales et puis des directions. C'est bon, comment on gère ça ?
comment on gère ce collectif-là. Nous, Donc on n'a vous pas réfléchissez avec accompagné le les projet. organisations syndicales à comment on gère Oui. ce type de situation. C'est sur des positions qui peuvent être, on va dire, librement accessibles sur le champ public, via les réseaux sociaux. Comment on gère des revendications qui n'ont pas mûri avec un accompagnement syndical. Ça nous questionne, et comment on réagit à ça. Je me tourne justement vers les organisations syndicales. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de se positionner là-dessus? Comment vous faites avec ces nouveaux collectifs, ces groupes Facebook, ces associations qui ne passent pas par vos canaux? Je pense que les collectifs sont symptomatiques de l'impuissance du dialogue social dans la fonction publique hospitalière. Je pense que c'est la tumeur visible, j'ai envie de dire, parce que notre légitimité, nous l'obtenons au travers des urnes, les élections professionnelles, nous, organisations syndicales, mais que ça ne suffit pas. Il faut démontrer notre utilité aussi au quotidien pour les agents. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut aussi changer de méthode de votre côté? Peut-être aller chercher quand tous les canaux ont été utilisés et que celui du collectif arrive, c'est que tous les canaux ont été utilisés. Moi, je prends mon expérience personnelle. Moi, j'ai été 17 ans salarié d'une clinique lucrative, dans un gros groupe lucratif. J'ai été pendant 7 ans délégué syndical. Il n'y avait aucun collectif dans la clinique. Pourquoi? Parce que la marge de manœuvre, c'était les organisations syndicales. Parce que le partenaire social, c'était l'organisation syndicale. Et que quand il y avait un souci dans l'établissement, c'est lui qu'on venait chercher pour essayer de résoudre le problème. Et là, on en voit la limite dans les établissements hospitaliers publics, c'est ce que vous dites. Et dans la fonction publique, mon expérience de secrétaire de section dans la fonction publique, c'est pas du tout la même. On est rarement le partenaire social, dans le sens littéral du mot, c'est-à-dire celui qu'on appelle parce que là, on va devoir fermer un service et que du coup, ça va bousculer les choses. Et comment on va faire, vous et nous, pour arriver à ce que ça se passe dans l'intérêt de tous. Et c'est ça, c'est juste ça la négociation et la concertation. C'est comment à un moment, on peut tous ensemble réfléchir à la meilleure solution. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Et ça, c'est problématique. Et de donner une reconnaissance juridique opposable aux accords, comme nous espérons, vu que ça a été dit lors des annonces du 18 septembre sur Ma Santé 22, et en tout cas la CFDT poussera à ça, il faut donner une existence légitime à ces accords. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, c'est engageant. Oui, un accord, signer un accord, quand il est inscrit dans la loi, quand il est majoritaire, quand il est juridiquement opposable, c'est engageant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir dessus. Et oui, et qu'on peut pas retravailler. Ça ne veut pas dire qu'il est figé dans le marbre pour les 100 ans à venir. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on peut revenir sur la table et remettre le métier sur l'ouvrage pour voir qu'est-ce qui correspond aujourd'hui, cet accord qui a 10 ans, aujourd'hui. Mais ça nécessite effectivement une concertation et ça nécessite quelque chose de gagnant-gagnant. Et ça a l'air compliqué. Philippe Crépel, une réaction? Uniquement sur les collectifs, parce qu'il y a beaucoup à dire. Les collectifs, nous, pour la CGT, on les côtoie, ils nous mettent aussi la pression. La problématique des collectifs, c'est qu'ils traitent souvent un seul sujet, de façon centrée, voire même égocentrée, sur un service, sur une thématique, sans tenir compte du service d'à côté et de l'environnement dans lequel ils sont. Nous, à la CGT, globalement, une organisation nationale implantée dans des milliers d'établissements de santé et aussi dans le secteur privé, dans l'industrie, dans la santé, on a un regard plus transversal des sujets. Et donc parfois, on ne traite pas les thématiques comme peuvent le traiter les collectifs. L'exemple type, c'est il y a quelques années, un collectif sur les 12 heures à Tenon. Ils sont venus manifester devant la fédération. On les a vus, donc ils sont venus à la fédération. Ils m'ont poursuivi. Je me suis fait insulter sur Internet parce que la CGT n'est pas favorable au développement des 12 heures. Ce collectif a mis autant la pression sur la direction de la paix de Paris que sur la CGT. Ce que nous, on fait, c'est qu'on les a surveillés, ce collectif. Et on a regardé, 48 mois après, plus aucun agent était dans le service, travaillait en 12 heures de tous les membres qui étaient actifs de ce collectif. Et 24 mois après, il n'en restait plus que 3-4. Donc c'est-à-dire qu'ils portaient quelque chose à un moment, c'est factuel, ça porte
un sujet sans tenir compte de ce qui se passe à côté. Parfois même, ils n'ont pas de tabou à revendiquer des moyens qui sont dans les services d'à côté pour les ramener chez eux, que nous, la CGT, on ne va pas dire prenez un pour donner à l'autre. On est dans une discussion plus générale. Voilà. Donc on le voit, c'est votre travail de pédagogie, vous, auprès des agents, pour effectivement leur faire comprendre que le canal syndical peut être fort utile. Jean-Paul Guillot, une dernière réaction sur ce point, de cette difficulté à dialoguer socialement, puis après on va passer à un autre sujet. Très vite, déjà, une première idée, c'est qu'il n'y a pas de monopole de la relation avec les agents. C'est-à-dire qu'il appartient au management d'essayer d'écouter les agents au plus près du terrain. Ça vous inspire quoi, vous, justement, cette multiplication des collectifs et groupes Philippe, les collectifs se constituent quand il y a défaillance, quelque part, d'écoute par les uns ou par les autres. Voilà. Donc, moi, ma recommandation aux dirigeants des établissements, c'est de dire... Donner toujours la priorité au contact avec les représentants qualifiés par l'élection qui représentent les collectifs. Il ne faut pas écouter tout le monde. Et puis, il peut y avoir des situations dans lesquelles vous abordez un sujet dans un service où les représentants du personnel ne se sentent pas vraiment compétents pour des raisons de métier, etc. Ou bien où il y a une très faible présence syndicale dans votre établissement. Il y a des établissements où il y a 30% de votants. Bon, dans ce cas-là, la représentativité des agents, même si elle est juridiquement forte, elle est concrètement relativement faible. Voilà. Mais si vous voulez qu'il y ait du dialogue social qui marche, vous avez besoin de représentants. C'était Claude Évin qui a fait un bouquin sur la santé pour tous et qui, commentant la coordination des infirmières, a dit « J'ai retenu une leçon de ça, c'est qu'il faut des syndicats ». Voilà. Donc, si vous pensez à ça sur le long terme, il ne faut pas donner la prise à des situations dans lesquelles vous donnez le sentiment que vous faites une concurrence par rapport aux organisations. C'est le danger, en fait. Exactement. Donc, il faut naviguer entre ces deux limites. Difficile tâche, en effet. On va passer à un autre sujet. On va parler de la question des CHSCT dans la fonction publique hospitalière, de la question de les fusionner avec les CTE. Une réaction de la part des organisations syndicales sur ce point ? Allez-y, Françoise Kalb, je vous en prie. Alors, le micro, s'il vous plaît. Il faut aller vers le haut, voilà. Vers le haut, mais ça oui. y est. Le problème, c'est pas la fusion des instances. C'est un faux sujet. C'est les prérogatives de ces instances. Qu'elles soient deux ou une, quelle prérogative elle a ? Voilà. Alors, et quel rôle elle doit jouer ? Et comment on l'utilise ? Nous, représentants syndicaux et direction. C'est de ça d'abord qu'on doit discuter. Est-ce que le CTE aujourd'hui est utile, est efficace ? Est-ce qu'il produit des effets ? Est-ce que le CHSCT est utile, est efficace ? Est-ce qu'il produit des effets ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas changer ? Ce qu'il ne faut pas changer. Alors si c'est la question de l'expertise... On va y venir dans un instant, exactement, bien sûr. Parce que c'est le cœur, c'est-à-dire que est-ce que la fusion des deux instances doit servir à amoindrir les prérogatives du CHSCT ? Sûrement pas. Sûrement pas. Il est inscrit dans le Code du travail que les employeurs ont la responsabilité morale et physique des gens qu'ils emploient. Et ça... CHSCT ou pas CHSCT, il faut quelque chose qui garantisse ça et sur lequel on peut, nous, représentants syndicaux, agir et faire valoir les droits des agents et alerter sur les situations. Françoise Kalb, vous voulez poursuivre peut-être, non ? Oui, Françoise Kalb. je veux bien poursuivre. Alors, je vais être un peu différente. Je suis secrétaire de CHSCT depuis très longtemps. J'avais arrêté à une période, j'ai repris. Je pense que le problème du CHSCT et de la fusion est un faux problème. Il faut appeler un chat, on sait très bien que c'est le fait des expertises. Bon, les expertises... Alors appelons un chat. Voilà, les expertises, il y a à boire et à manger. Je vais être clair aussi là-dessus. Il y a des expertises... D'abord, pourquoi arriver à une expertise ? Pourquoi ne pas dialoguer avant ? Quand on se rend compte qu'il y a un contexte qui peut être... un contexte majeur grave, d'en discuter avant, de se concerter entre tous les acteurs, avant de demander une expertise. Une expertise coûte cher. Il y en a qui servent, il y en a qui ne servent pas, je le dis aussi. Elle coûte cher, ça fait un poste, 2 postes, ça aussi, il faut en avoir conscience. Mais je pense que la première des choses, c'est d'essayer
désamorcer avant de demander une expertise. Ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, souvent, c'est que l'expertise, c'est quand on n'a plus d'autres moyens d'action. Voilà, gros, hein, c'est un peu ça. C'est l'opération de la dernière chance, quoi. Oui, alors il faut savoir qu'on a travaillé les organisations syndicales avec Jean-Paul Guyot, qui a fait quand même un document avait été rédigé des bonnes pratiques, un guide de bonnes pratiques pour comprendre, pour faire les expertises. C'est dommage qu'on ne s'appuie pas sur ce guide de bonnes pratiques pour les expertises, parce que le problème, il est que là. Moi, je veux bien qu'on me dise la fusion du CTE et du CHSCT, ça réduira les moyens syndicaux. Non, ça, on n'en est pas sûr du tout. De toute façon, au titre de la fédération, nous, on a fait un casus belli de vouloir supprimer le CHSCT. Le CHSCT, c'est l'instance où on peut parler quand même des conditions de travail. On nous parle de QVT. On doit de toute façon, alors là aussi, il faudra changer la loi. C'est qu'on me dise que c'est le code du travail, qu'on ne peut pas, maintenant que le code du travail a été rénové. Il faut qu'on fasse vite, malheureusement. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que la QVT, les CLAC, les contrats locaux d'amélioration du condition de travail, à l'heure actuelle, il faut avoir l'avis du CHSCT. Ce n'est pas du CTE, c'est du CHSCT. Une réaction peut-être du côté des DRH, Samuel Rouget, sur ces expertises qui posent problème. Oui, sur les expertises. Hein, tout à l'heure, on disait le problème, c'est pas le fonctionnement ou une ou deux instances, c'est les prérogatives. Pour moi, le problème, c'est comment on se sert des prérogatives. Pourquoi, dans le Code du travail, il y a un droit à expertise ? Déjà, pourquoi il y a un Code du travail ? Il y a un Code du travail parce qu'il est venu en dérogation du droit civil, pour protéger les salariés. Pourquoi, dans ce cadre-là, qui est très dérogatoire de l'édifice qu'on a construit il y a 2 siècles, on a construit un droit à expertise pour que, quand il y a un vote du CHSCT, le CHSCT rende un avis éclairé. Moi, quand j'entends à l'instant que l'expertise, c'est le dernier recours quand on n'a pas réussi à avoir gain de cause, je dis, c'est pas fait pour ça. Le droit n'est pas fait pour ça. Mais vous êtes d'accord, hein, finalement. Voilà. Hein, non, mais donc... mais concrètement... Alors, concrètement, moi, j'ai attaqué. Je les ai attaqués systématiquement, pas sur l'aspect qui, moi, m'intéresse assez peu, dont on peut parler, code des marchés publics ou pas, le montant des dépenses. Hein, c'est plus de 100 000 € une expertise, ça dépend avec qui. Mais ça peut être plus de 100 000 €. C'est pas ça le sujet. C'est que quand on est doté d'un pouvoir qui est dérogatoire, ce qui est le cas du CHSCT, puisqu'il était volontairement dérogatoire pour protéger les salariés, ce qui est important, ou les agents, pour nous. Quand on a un pouvoir et qu'on s'en sert, on s'en sert pour les raisons pour lesquelles on est investi de ce pouvoir-là. Quand je nomme quelqu'un, je ne le nomme pas parce que je le trouve sympa ou parce que c'est mon cousin. Je le nomme parce que pour faire fonctionner le service dont j'ai la responsabilité, je le nomme. Quand on évalue quelqu'un, on l'évalue sur ses compétences professionnelles. Quand on envoie quelqu'un en formation, quand on lui donne 2 samedis, on le donne pour des raisons qui sont objectives. C'est la continuité du service public, c'est un plan de formation, des objectifs, etc. Le CHSCT est doté de ce pouvoir d'expertise, pas de manière inconditionnelle, mais pour rendre un avis éclairé. Il n'est pas d'accord avec la proposition, il vote contre. Il estime qu'il manque des informations, il peut demander une expertise. Ce n'est pas du tout la même chose. L'expertise ne sert pas à retarder les projets. Donc nous, on l'a attaqué. J'en ai attaqué 4, j'en ai gagné 3. J'ai perdu le premier puisque l'argumentaire, c'était de dire ils sont en train de systématiser le recours à l'expertise pour peser dans la négociation d'un plan global de retour à l'équilibre, alors que nous, on présente un dossier sur lequel le CHSCT a l'ensemble des informations. Premier dossier, je perds. Les 3 suivants, je gagne. Pas sur le côté marché public, mais sur uniquement quel était le motif de cette demande d'expertise. Ça n'est pas pour peser dans la négociation, ça n'est pas pour retarder un projet, et ça n'est pas pour taper dans le portefeuille de la direction et essayer de l'empêcher de supprimer des postes. Voilà. Philippe Crépel, votre réaction, et après je reviendrai vers vous. Le CHSCT, c'est quand même normalement la seule instance qui est conçue où tout le monde est à égalité. Il y a les médecins qui sont censés être présents, et défendre les représentants de la CME, représenter les médecins et leurs problèmes de santé au travail, les personnels, la direction qui siège, et il y a un président qui est nommé par le directeur. C'est quand même un baromètre, c'est-à-dire que nous, quand même, il y a des établissements où il y a plus ou moins d'expertise, on en est conscient. Il y en a où ça arrive très vite à l'expertise. Il y a des problèmes parfois quand même avec ces histoires. Et donc, c'est comme aussi un baromètre de déficit du dialogue, certainement en amont. Ça, on en est tous conscients. Après, sur le fonctionnement de ces CHSCT, c'est quand même aussi un gros souci. C'est-à-dire qu'on vient devant des dossiers
qui sont bouclés, qui sont finalisés bien Donc souvent, où il n'y a eu aucune discussion auparavant et où on découvre les projets de réorganisation en instance, sans avoir à aucun moment discuté auparavant, et on nous dit c'est comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix, ça s'impose à l'établissement. Donc l'expertise, vous n'avez pas le choix non voilà. plus. Et donc sur les conséquences des réorganisations, après il ne faut pas être dupe sur la fusion voulue aujourd'hui par les pouvoirs publics, c'est pour enlever moins de travail et de prérogatives des CHSCT aussi sur les réorganisations. Et c'est un projet qui est global à toute la fonction publique. Moi, je siège au Conseil commun de la fonction publique. On est bien conscient que c'est un projet qui est global, qui ne touche pas que l'hôpital. C'est-à-dire vouloir diminuer les prérogatives autour des réorganisations du travail dans les instances, notamment le CHSCT, là où normalement on est censé discuter de l'organisation du travail, c'est aussi un projet politique du gouvernement actuel de diminuer la concertation sur ce sujet-là et donc d'être plus directif. Donc nous, on n'est pas dupes de cette instance. Après, des expériences, nous, on a regardé le passé. La loi Bachelot permettait, pour diminuer le poids des réunions, de fusionner, de réunir ensemble la CME et le CTE. Vous savez, c'était prévu dans la loi Bachelot. Expérience qui permettrait, normalement, sur des sujets qui étaient communs, de ne pas avoir à réunir la CME d'un côté et le CTE de l'autre côté. Nous, on a constaté quand même que les expériences, moi j'en ai connu que 5, j'en ai recensé 5 connus d'établissements depuis 10 ans qui l'ont fait, alors que c'est dans le Code de la santé publique. Et ça permettrait de mettre ensemble, sur un sujet commun, par exemple le bilan social, qui pourrait être présenté en commun aux deux instances, ça ne se fait pas. Donc ce n'est pas qu'aussi une volonté politique qui va aller dans ce sens-là. Il y a aussi une volonté autre. Alexandre Fournier, sur les CHSCT et sur les expertises, et je pense que ce sera après, la dernière parole de cette table ronde, malheureusement, parce que le temps file. La question des coûts, moi je pense que nous, en tout cas pour la CGT, on n'accepte pas l'opposabilité des coûts des expertises. C'est-à-dire qu'on regarde, on sait lire un budget hospitalier et on sait lire combien les directions prennent de conseils, d'audits extérieurs qui sont bien souvent payés à des entreprises extérieures pour avoir des avis informés sur l'hôpital public. Et bien souvent, c'est des sociétés comme Gemini et compagnie qui viennent nous donner comment on doit remplir le service public et des actions. Ça, c'est un argument où chacun se renvoie un peu la balle. En réalité, peut-être qu'il faudrait ça a un coût aussi dans les budgets des hôpitaux. Ou des... votre avis, Alexandre Fournier? C'est vers le haut. Oui, c'est bon. Et contre le menton. Et contre le menton. Merci pour la formation. Dans beaucoup de jurisprudence, le juge part du principe d'abus de droit. Et il y a eu, sur des positions un peu dilatoires par le biais des expertises, suffisamment de matière pour que maintenant elle soit bornée dans le temps. C'est 2 mois pour rendre un avis pour l'instant, pour le CHSCT, dans le cadre d'un projet important. Puis il y a des projets d'accréditation qui sont dans les tuyaux en lien avec la Direction générale du travail. Donc c'est des choses qui vont mûrir parce que effectivement, je rejoins mon collègue Samuel, le projet il n'est pas pour se faire plaisir, il est nécessaire à l'évolution de l'institution. On utilise le Code du travail, quand même un corpus réglementaire qui date de 1905 à la base, pour arriver à différer dans le temps. Le déploiement du projet, c'est problématique. Mais après, on ne peut pas ne pas entendre que certaines expertises interviennent comme une réaction, parce que le projet, vous l'avez dit, il est bouclé. Présenter un projet bouclé, non amendable, non négociable, comme on le lit parfois dans les tracts, c'est pas entendable non plus, parce qu'il manque les porteurs du projet, il manque la base. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des projets où tout le monde est content, c'est-à-dire que le projet, il a vocation aussi à se nourrir de l'amont du CHSCT, de tout ce qui arrive avant le CHSCT, et qui permet aussi d'associer les représentants du personnel en amont, et c'est même nécessaire. Là où l'expertise, ça questionne aussi, c'est que les cabinets sont aussi centres de formation pour les organisations syndicales. Ouais. Donc là, le toilettage juridique, il est probablement à mettre en place pour que les expertises, il y en ait peut-être moins, mais il y en a des vraiment bonnes expertises utiles à tous. Ça voudrait dire d'avoir une liste d'experts en fonction des domaines. Ça voudrait dire comment ça pourrait se traduire ça dans la réalité. Parce que vous, les organisations syndicales, vous êtes très attachés en fait à cette liberté de demande d'expertise. Je vais être très court pour permettre justement que d'autres puissent s'exprimer. C'est que l'expertise, c'est-à-dire un œil extérieur qui vient questionner les obligations de moyens qu'on s'est données pour l'ensemble des parties pour aboutir à un vrai bon projet, ce soit analysé, c'est probablement une bonne chose. Mais par ailleurs, je vais être un peu cru aussi, souvent les expertises, c'est des contenus très sociologiques et très décalés avec le terrain. Donc c'est aussi l'expertise du terrain qui doit remonter, et elle remonte parfois de manière un peu questionnante. Eh bien, on va être obligé de s'arrêter là. Merci.
Non, vous ne pouvez pas, je regrette, je suis vraiment désolée, mais nous avons pris déjà tellement de retard.